Bienvenue et merci d'être là pour cet atelier. Donc je dirais, dans la foulée de ce qu'on a entendu ce matin dans un atelier qui a pour but de réfléchir sur l'autonomie. Hein, qu'est-ce que l'autonomie? Comment elle est possible? Comment on peut la développer? Quelles sont les stratégies, les manières de faire pour ça? Et donc, on a quatre interventions dans ce cadre-là. Alors, comme l'a dit Hélène, ce qu'on a demandé, c'est un exercice difficile. C'est une intervention, de faire des interventions les plus brèves possibles. De 5 à 10 minutes, voilà. C'est pas toujours facile. Et donc, on pensait que le groupe avec Virginie Argout pourrait entamer les présentations, si ça leur convient, si ça vous convient. Oui, on va commencer. D'accord. Et donc, des personnes qui ont réfléchi à partir d'un groupe qui s'organise autour du SAVS. De quel endroit exactement? D'accord. OK. Et puis ensuite, il y aurait le groupe Cap Droit de l'ADAPT qui interviendrait. Cap ou pas Cap, effectivement. Et puis Jennifer Fournier et Marie-Laure Colombier. Et puis enfin, un dernier groupe avec Benoît. Et puis, ils se présenteront au moment d'intervenir. Voilà. Eh bien. Oui, alors juste pour introduire, le SAVS de Medjet, c'est la première fois qu'on participe à ce genre d'événement. Donc voilà, moi-même avec deux personnes accompagnées par le service. On a eu un temps d'échange sur qu'est-ce que, autour de l'autonomie, qu'est-ce que c'est l'autonomie pour nous. Et ça a donné lieu à une synthèse un peu générale sur l'autonomie et un témoignage. Voilà. Donc, on va commencer par quelques réflexions sur l'autonomie et ensuite, je vous dirai un témoignage issu de l'expérience de Paul, ici présent. Juste un truc, on a oublié de se présenter tous les trois dans les animateurs et tout. Et du coup, c'est juste moi, je suis une personne concernée dans les facilitateurs. Et je m'appelle Louis-Antoine, du coup. Et, moi, c'est Jean-Philippe, je suis enseignant-chercheur en éthique. Et Mina Dani, je suis gériatre à la PHP et je travaille sur la capacité. C'était juste pour qu'il y ait un contexte. Désolé d'avoir. Est-ce qu'il y a besoin que je passe les diapos? Non. Du coup, là, ça, c'était pour le moment. C'est pour Marie-Laure. C'est pour les numéros 3. Prends son courage. À demain. Ok. Ça, c'était juste là, le diapo, c'était pour les numéros 3 et ce n'est pas le diapo qui est prévu pour les SAVS. Là, c'est le SAVS qui va se présenter. C'est ça en premier. Bon, donc, n'hésitez pas à redire si ce n'est pas assez fort ou si ce n'est pas clair. Je vais essayer de prendre des minutes. Voilà. Je présente. Allez-y, Marie. Bon, je m'appelle Claude Brivet. Donc, je faisais partie de CRS. J'ai fait un courrier. Donc, voilà. Pour moi, l'autonomie. On n'entend pas, mais. Je peux vous permettre de vous lever. Ouais, voilà. Vu la taille de la salle. Ah, ben, voilà. Ouais, on parle. Bon, le mettre devant. Oui, allez-y. On va se casser son. Le plus fort possible parce que la salle est grande. Ouais, il vaut mieux que vous bougez. Bon, voilà. Après, j'avais le trac un peu, donc je n'avais pas l'habitude de parler lentement. Bravo. Voilà. Donc voilà, je m'appelle Claude Brivet.
je fais partie du CRS. Bientôt, je m'en vais bientôt du service CRS. Donc voilà, j'ai fait un courrier. Pour moi, l'autonomie, c'est savoir s'habiller, faire ses courses, à manger, faire le ménage, prendre le train tout seul. C'est être capable de se débrouiller seul, choisir sa vie. C'est par exemple prendre le train, mais pas tout le monde y arrive. Si je ne sais pas, je demande aux gens. L'autonomie, c'est aussi savoir se faire aider. L'autonomie, c'est choisir pour après sa mort, car après sa mort, la curatelle ne s'occupe plus de nous. Choisir où on veut être enterré et avec qui. Choisir à qui on donne ses affaires. Moi, j'ai fait un testament. Ce qui m'a aidé à autonome. La curatelle, elle m'aide pour faire les papiers. L'éducatrice du CRVS, elle m'aide pour comprendre, pour apprendre à faire sans le CRVS. Bientôt, je ne serai plus accompagné par le CRVS. Ce qui aide aussi, c'est se rappeler des moments où on était adapté au changement. Je me suis rappelé quand j'étais à l'internat, quand j'étais petit, au début c'était dur. Et après, je me suis habitué. Il faut aussi avoir envie d'indépendance, de prendre sa vie en main, d'essayer de se faire tout seul. Avant, j'habitais avec mon frère. Je suis parti quand sa copine est venue vivre avec nous. J'ai pris un appartement tout seul. Je continue à le voir de temps en temps. Il faut avoir envie d'apprendre des choses. C'est important de se faire confiance. C'est important d'avoir une carte de retrait, de pouvoir faire seul ses retraits d'argent. Ce qui empêche de l'autonomie, la peur. La peur de ne pas y arriver. Quand l'entourage, la famille n'est pas d'accord. Quand l'entourage, la famille a peur. Quand les parents ne permettent pas de faire des expériences. Quand on n'a pas appris à faire les choses. Par exemple, j'ai une amie qui vit avec son père, qui ne lui a pas appris. Elle n'arrive pas à être autonome, elle n'arrive pas à choisir sa vie. Elle ne connaît rien, elle ne sait même pas qu'est-ce que c'est un budget, elle ne savait même pas ce qu'elle avait sur son compte. Elle a peur de dire à son père qu'elle veut être autonome. Son père a trop peur pour elle, mais son père n'est pas éternel. Et ses frères et sœurs ne pourront pas s'occuper d'elle, elles ne se rendent pas compte. Ce qui en fait autonome, c'est quand on a des difficultés à comprendre ou à s'organiser, à se repérer. Quand on est autonome, on est mieux dans sa peau parce qu'on décide seul pour soi, décider pour soi-même, c'est mieux, on est plus libre. Voilà. Merci. Merci. Oui, je pense que c'est pour donc, je prête ma voix à Paul. Je m'appelle Paul, j'aurai 56 ans le 20 novembre. Je vivais avec mon compagnon depuis plus de 30 ans. Depuis longtemps, je voulais partir. Des fois, je ne savais pas si je voulais rester, partir. C'était compliqué pour moi parce que je ne savais pas comment il allait réagir. Je ne pouvais plus vivre avec lui, c'était plus possible. Il faisait aucun effort, je payais tout. Moi, à la fin du mois, il ne me restait pas grand-chose pour vivre. Je ne pouvais pas lui donner plus parce que je n'avais pas assez d'argent. Ça va un moment, mais là, c'était trop. S'il avait fait des efforts, je serais restée. Je lui ai dit plusieurs fois, va voir l'assistante sociale de Mermoz, elle veut t'aider. Lucie, c'est mon accompagnatrice du SAVS, elle veut t'aider. Il n'a jamais voulu. Alors j'ai dit, tu n'auras jamais ta retraite si tu ne bouges pas. Et puis là, maintenant, il la touche. C'est grâce à sa fille, parce qu'autrement, si sa fille ne l'aurait pas aidé, eh ben, il n'aurait jamais été voir l'assistante sociale à Mermoz. Il n'aurait jamais bougé. Il ne voulait jamais sortir. Ce qui m'a énervé le plus, c'est quand il m'a insulté de tous les noms. Espèce de barjot, t'es toujours dehors, t'es jamais à la maison. Moi, je ne peux pas rester enfermée. Il faut que je sorte. Parce que si je reste enfermée, je deviens barjot. On ne s'entendait pas bien. On s'engueulait. J'ai supporté ses humeurs. Je faisais un effort et puis après, j'ai dit, j'en peux plus.
Même cet appartement, j'en avais marre, parce qu'il n'était pas aux normes. Certains disent, moi à ta place, je ne l'aurais pas pris. Mais il n'est pas cher, et autrement on serait dehors, alors on l'a pris quand même. Mais il n'a jamais voulu déménager, alors moi j'en avais marre. En hiver, je me les gelais, en été, j'avais chaud. Après, ils m'ont mis une douche handicapée. C'est Lucie et l'assistante sociale qui m'ont aidé à payer. J'ai donné une partie de la hache et le reste, ils l'ont payé. Mais maintenant, il va faire quoi de cet appartement pour lui tout seul avec la chienne? La chambre du fond, c'est la chambre de ma fille. Il fait quoi de cette chambre là-bas au fond? Elle est en train de pourrir, la chambre. Non, mais on est quand même à côté parce que maintenant, j'habite dans une résidence autonomie du quartier. Ma fille, elle me disait de partir, de prendre un appartement. Mais quand je suis partie, elle l'a très mal pris. Ma fille, elle n'a pas supporté. Moi, je n'ai pas supporté non plus et lui aussi. Comme ma fille, elle a le même caractère que son père, alors elle n'a pas accepté. J'ai dit, écoute Émilie, je suis majeure et vaccinée, je fais ce que je veux. Ce qui m'a fait le plus de mal, c'est quand elle m'a insultée de tous les noms. Le jour où je suis partie, elle était là sur le balcon, elle m'insultait de tous les noms. Les voisins, ils ont entendu. Ils ont dit, c'est ta fille qui te traite comme ça? Franchement, ta fille, elle n'est pas sympa. Tu l'as aidée, tu as tout fait pour elle. Et c'est comme ça, elle te balance des baffes. C'est vrai que j'en ai gros sur la patate. Les flics étaient là et la chef de service du SAVS et la curatrice. Moi, j'ai dit, ça, ce que tu as fait avec ton père, je ne pourrais jamais le digérer. Des fois, ça me revient, des flashs, c'est dans la nuit. J'en ai pleuré, c'est bien pour ça que j'ai pris mon malaise. Le cœur, il a lâché d'un coup. C'était les nerfs, je dormais plus, je mangeais plus. Quand je suis arrivée au studio dans la résidence autonomie, j'étais pas bien. J'arrêtais pas de pleurer, les nerfs ont lâché. J'essaye de me débarrasser des flashs, mais j'y arrive pas. Ça fait que 9 mois qu'on s'est séparés. Le plus que je regrette, c'est la chienne, parce qu'elle va se dire pourquoi elle est partie, elle m'a abandonnée. Elle me manque trop et je ne peux pas l'emmener à la résidence. On n'a pas le droit. Les chats, oui. J'aurais demandé la moitié si je peux la prendre, au moins un week-end sur 2, et puis je la ramènerai le dimanche. Quand j'étais à la résidence, au début, je connaissais personne. Et puis me voir là-dedans avec des personnes âgées, je suis la plus jeune dans la résidence. J'ai dit, je ne sais pas s'ils vont m'accepter avec mon handicap. Pour moi, c'était un peu compliqué, parce que mon handicap, c'est que je ne sais pas bien lire et écrire. Ça me gêne. Je suis restée une semaine chez moi. Et puis la directrice, elle m'a dit, descendez avec des personnes. J'ai dit non, j'irai pas parce que j'ai peur qu'on me regarde mon handicap. J'ai peur qu'on me dise, tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Ils vont me regarder de travers. Pour moi, c'était gênant. Et puis après, la directrice, la chef de service, elle a expliqué à tout le monde. Vous savez, Madame Paul, elle ne sait pas bien lire et écrire, elle a un handicap. Un handicap, vous ne l'avez pas sur vous, vous êtes normal. Mais il y a des choses qu'il faut dire lentement. Elle comprend les choses, mais il faut l'expliquer lentement. Et puis après, ils m'ont acceptée comme je suis. Maintenant, Johanna, ma voisine, elle me dit, t'as qu'à passer me voir demain matin. On est là pour t'aider. On n'est pas là pour te juger. Chacun a son handicap. Toi, tu te débrouilles super bien. Tu sais lire un petit peu, mais tu te débrouilles. C'est rare pour une handicapée comme toi. Il n'y en a pas souvent qui se débrouillent. Mais c'est vrai que là-bas, je suis bien. Des fois, on fait des jeux tout ensemble et on prend des fous rires. Au début, c'était pas facile parce que je me suis dit, je ne sais pas si j'y arriverai, si j'y arriverai pas. Je ne sais pas si je me fais confiance. Parce que c'est toujours lui qui allait à ma place retirer les sous. Je voulais une fois, il n'a jamais voulu. Non, laisse faire, je vais plus vite que toi. J'ai dit, j'apprendrai jamais, je peux très bien apprendre, je suis pas si bête qu'un autre. Il avait toujours ma carte de retrait. Et puis je dis, rends-moi ma carte, c'est pas ton compte, c'est mon compte. Il retirait les sous et puis une fois il me disait, je t'ai pris 20 euros. J'ai dit, tu prends 20 euros sur la bouffe, faut pas te gêner, tu fais comme chez toi. C'était pour ses cigarettes. Et puis après, on a parlé avec la curatelle et Lucie. Et puis elle disait, Émilie, ma fille, rends-lui la carte à maman, c'est sa carte. Elle apprendra jamais à faire toute seule si tu fais tout à sa place. Et maintenant, je vais à la caisse d'épargne. Ah, Madame Paul, vous voulez un renseignement? Bah oui, comme d'habitude, j'ai dit. Il me reste combien sur le compte? 100 euros. 100 euros, alors je peux retirer 60. Oui, vous pouvez retirer 60 euros. Il y avait des chiffres et moi, j'avais du mal à les retenir. Et puis ma curatelle, elle m'a fait une carte sans code et j'arrive mieux sans code. Au début, ils m'ont fait voir. Ils m'ont dit, si vous avez un problème, on est là pour vous aider. Ils me connaissent à la caisse d'épargne. Et puis, j'ai fait toute seule. J'appuie sur le bouton en haut, troisième bouton. Après, deuxième bouton à droite. Après, valider, c'est le bouton vert en bas. C'est marqué ticket oui. J'ai appuyé sur ticket oui en bas et j'ai retiré les 60. Ça m'a apporté beaucoup de chance. Je ne pensais pas en arriver là. Je me suis dit à moi-même, je ne suis pas si bête qu'un autre. J'étais toujours à me reprocher, toujours, j'y arriverai jamais, et je suis bête, et je ne suis pas intelligente, et je suis comme ça, pas autrement. J'avais décidé de le faire depuis des années. J'ai dit, allez, encore une chance, 2 chances. Et puis après, j'ai dit, c'est pas la peine. S'il ne fait rien, pourquoi je resterai avec lui s'il ne fait rien? Ça ne servait à rien. S'engueuler sans arrêt, ce n'est pas la solution.
Mais maintenant, j'ai une infirmière qui passe le matin prendre ma tension. C'est les nerfs qui lâchent. Le plus qui m'a fait du mal, je dis à Émilie, c'est les sacs poubelles. Elle a mis mes affaires dans des sacs poubelles. Je ne pensais pas qu'elle allait faire ça. Des fois, je regrette parce que c'est pas si facile de vivre toutes les conséquences. Des fois, je regrette pas parce que mon compagnon a profité de mon handicap et aujourd'hui, je me fais confiance. Donc moi, ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on entende un peu tous les groupes et puis qu'on commence à réagir par la suite, même si on aurait déjà envie de dire beaucoup de choses et de discuter. Donc je propose au groupe CAP ou pas CAP de nous présenter ce qu'ils ont préparé. Je me permets de mettre ça là. Oui, on a besoin d'ordinateur pour projeter. Mais alors peut-être alors on peut inverser, si comme ça on va gagner le temps de retrouver. Si vous en êtes d'accord. Oui. Du coup, c'est à nous. Donc, c'est à vous, plutôt que prévu. C'est à nous. Je crois. Je crois. Marie, ça vous va si j'enlève le masque? Parce que moi, vous n'allez pas m'entendre. Et Marie-Laure, elle a une toute petite voix, donc on va faire au mieux, mais voilà, peut-être on se présente, je te laisse te présenter. Bonjour d'abord, je suis Marie-Laure Colombier, et j'ai 51 ans et je vis en foyer d'accueil médicalisé à la Fondation Richard depuis 31 ans. Depuis 31 ans. Oui, parce que 121, pas depuis l'âge de 31 ans. Ça fait 31 ans qu'elle vit en foyer d'accueil médicalisé. À la Fondation Richard. Moi, je m'appelle Jennifer Fournier, je suis enseignante-chercheur à l'université à Lyon. Et on a décidé aujourd'hui de vous parler. En fait, on écrit à quatre mains avec Marie-Laure un chapitre pour un livre où on essaye de raconter ce que ça veut dire vivre en établissement chaque jour. Et voilà. Et donc, on a décidé de partir de cette écriture commune pour prendre un peu des situations typiques que Marie-Laure vous raconte. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien et peut-être commencer par dire, toi, est-ce que déjà, le matin, quand tu te réveilles, comment ça se passe? Est-ce que tu peux te lever toute seule? Alors moi, je suis une personne complètement dépendante de l'autre pour tout ce qui est les tâches quotidiennes. Et je ne choisis pas forcément la personne qui vient me lever. Ça peut être autant un homme qu'une femme. Et voilà, puis on fait aussi avec les lois de la collectivité, donc de l'attente, de la patience, et ne pas être trop exigeant, c'est pas mal. Donc, tu choisis pas les personnes qui te lèvent, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider sur les gestes de la vie quotidienne, tu choisis pas l'horaire auquel tu te lèves parce que vous êtes plusieurs personnes à devoir être levées. Vu qu'on est dans une collectivité, en fait, on n'est pas toujours les premiers levés. Et en fait, les professionnels, ils essayent au mieux de respecter les besoins de chacun. Par exemple, comme ce matin, j'ai été levée dans les premières parce qu'il fallait que je parte tôt et que Nina me récupère après. Non, mais pour cela, il a fallu que je le prépare à l'avance, que j'avertisse, que ça passe dans les PSI, l'information de la journée et tout. En fait, il faut toujours être très... prévenir, voilà. Il ne faut jamais faire du coup par coup, ça marche pas. Donc, ça veut dire que soit tu rentres dans le système d'un fonctionnement habituel, soit quand tu dois sortir du fonctionnement habituel de l'établissement, alors tu dois beaucoup anticiper, organiser et t'arranger avec les professionnels. Oui, puis pour des raisons exceptionnelles, il faut anticiper, mais même pour le quotidien de tous les jours. Parce que quand tu as envie d'aller aux toilettes, il faut anticiper avant d'y aller au repas. Quand on dépend des gens, il faut toujours anticiper. Parce que vu qu'on n'a pas une personne chacun, on est forcément obligé d'anticiper. Et donc, par exemple, quand tu veux sortir de ce fonctionnement habituel et faire une demande un peu dérogatoire, extraordinaire, la réponse qu'on te donne, c'est toujours oui? En général, oui, mais évidemment, ça dépend de la demande.
Ça peut être non, mais il faut avouer que c'est rare quand même. Et du coup, pour essayer d'avoir le plus de réponses oui possible, c'est quoi la bonne technique à ton avis? La bonne technique, c'est de savoir à qui s'adresser et de comment le présenter. Et surtout avoir de bonnes relations avec les gens. Ça aide. De bonnes relations avec les professionnels. Voilà. C'est-à-dire que si tu te mets en conflit avec les professionnels, c'est plus difficile d'obtenir... Oui, mais tant mieux, c'est pas mon cas. Donc. Et donc tu as besoin de personnes qui t'aident chaque jour, voilà, pour tous les gestes de la vie quotidienne, la douche, l'habillage, etc. Voilà. Et là, tu dis, je ne choisis pas les personnes qui m'aident. Ça veut dire ça peut être des hommes, par exemple? Ça peut être des hommes, des femmes, plus ou moins jeunes, parce qu'on a aussi des gens qui travaillent, qui sont très jeunes et pas forcément formés pour ce qu'ils font, parce qu'ils viennent là pour avoir des sous. Et donc, forcément, il faut aussi savoir les mettre à l'aise, ce qui n'est pas toujours évident. Quand tu rentres dans l'intimité d'une personne qui pourrait être ta mère, par exemple, ou, voilà, ou ta grand-mère. Mais en même temps, c'est un peu le quotidien de chaque personne en situation de handicap. Et vous m'entendez? Et ça veut dire aussi que toi, tu te retrouves, il y a une obligation finalement que tu partages ton intimité avec des personnes que tu choisis pas en quelque sorte. Ouais, c'est ça. L'intimité partagée, c'est le quotidien des personnes dépendantes, surtout en collectivité. Parce que je pense que quand on est à domicile, on choisit plus facilement une femme plus qu'un homme dans les services, je pense. Donc moi, je ne vis pas à domicile, donc voilà. Non, du tout. Mais Marie-Laure, ça fait longtemps qu'on se connaît et depuis toujours qu'on travaille ensemble, elle a comme ça des façons de dire la réalité de la vie avec des formules qui sont très intéressantes, qui moi me font... Enfin, ouais, tu as beaucoup d'humour en fait autour aussi de ce que tu vis au quotidien. Oui. Il en faut probablement. Quand on a travaillé là sur cet écrit, tu m'as dit, mais en fait, moi, c'est comme Ikea. Je suis une personne en pièces détachées. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire être une personne en pièces détachées? Moi, ce que j'appelle avec humour une personne en pièces détachées, c'est-à-dire que vous, les soignants, vous êtes nos bras et nos jambes. Et quand on est coincé dans un lit, par exemple, eh ben, on est obligé de vous attendre et d'attendre mes bras et mes jambes pour pouvoir me lever, pour pouvoir m'habiller. Et ces bras et ces jambes, donc les professionnels, je les partage, donc je ne peux pas les avoir... comme vos bras et comme voilà, donc il y a toujours une attente en ce que tu veux et ce que tu vas avoir. C'est pas immédiat, quoi. C'est pour ça que j'appelle qu'on est un peu en détaché, parce qu'on n'a pas tous les jours les bras à chaque moment de la journée nos bras et nos jambes, quoi. Heureusement qu'on en a un peu d'occasion qui marche. Et puis, est-ce que tu peux du coup expliquer qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour gagner en confort et en qualité de vie à l'intérieur de l'établissement dans lequel tu vis? Moi, ce que j'ai mis en place depuis plus d'1 an, avec l'aide de la direction du moment, c'est d'avoir une auxiliaire. Bon, c'est pas Nina. Nina, je la connais que depuis ce matin. Et elle va me supporter encore demain. Mais autrement, j'ai mis en place une auxiliaire de vie qui vient m'aider, qui vient pas m'aider, qui vient passer du temps avec moi tous les 15 jours pendant 4 heures, ce qui permet de me sentir un peu plus chez moi, parce que je lui demande des choses que je ne peux pas demander aux professionnels dans le quotidien. Et c'est une auxiliaire que je paye moi-même, parce que sur mon budget à moi personnel, parce qu'en étant en foyer, logiquement, tu ne devrais pas avoir affaire à une auxiliaire de vie, parce que les professionnels sont censés te rendre tous les services que tu demandes. Voilà. Vous voulez un peu des tarifs? Vous voulez la vraie réalité? C'est un budget. Marie-Laure, elle a un budget mensuel de 270 € et une auxiliaire de vie, c'est 20 € de l'heure. Voilà. Donc ça grève quand même pas mal le budget. Voilà. C'est pas 20 €, on a 27. 27. On a 27 € et pour les personnes qui travaillent, c'est mal payé. Mais... On a 27 parce que... Là, c'est en plus, en fait. C'est-à-dire que Marie-Laure, elle paye sur son propre budget. C'est un peu du luxe, on va dire. Oui, c'est un prestataire externe. Oui. C'est une auxiliaire d'Atome. Non,
Non, c'est en passant par un prestataire, ouais, vous avez raison, absolument. Et puis, est-ce que du coup, et on s'arrêtera là, et merci de passer à la dernière d'apo, est-ce que tu peux dire dans un monde idéal, et pour être pleinement autonome et incluse dans la société, parce que c'est ça la thématique. Eh ben pour moi, pour être complètement autonome et oublier en gros qu'on est un peu différent, ça serait d'avoir quelqu'un tout le temps avec soi et que chacun ait le droit d'avoir autant d'auxiliaires de vie 24 heures sur 24, quel que soit le handicap que tu peux avoir. Parce que moi, par exemple, c'est l'une des raisons pour laquelle je ne prends pas d'appartement, c'est parce que je sais que je ne pourrais pas avoir d'auxiliaire 24 heures sur 24 et que je n'ai pas envie d'être seule dans un appart en train d'attendre que le temps passe. Donc, tu as choisi de vivre en établissement. Et donc, je choisis de vivre en établissement depuis 31 ans. Et avant aussi, parce que j'ai fait que des établissements. Depuis l'âge de 3 ans et demi, j'ai fait des établissements. Voilà. Voilà pour nous. Je pense qu'on a le PowerPoint. C'est bon, c'est bon. L'émotion, ça a été top. Il vous faut le carnet. Petit coup d'eau. L'émotion. L'émotion toujours. C'est fou à la fin de tout. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Qui est pire que toi. Tu vois, la dame qui est en face de toi. Ah bah oui. Pire que toi. Je le sais. C'est sûr. Je le sais bien. Il y a un téléphone qui a été... Qui vibre, je ne sais pas. Non, c'est pas. Et puis il y a un téléphone qui a été laissé, je ne sais pas si c'est ici, c'était peut-être... C'est pas bien, je trouve. Voilà. D'accord, peut-être alors on va... Si. Le temps qu'on trouve... On passe alors au 4e groupe. Merci beaucoup de l'adaptation. Alors, moi, je vais parler du soin psychiatrique sans consentement. C'est une première étape de réflexion dans un travail qu'on mène donc avec Benoît Hérault, qui est professeur à Lyon 2, en partenariat avec le Vinatier, le CHU qui est juste à côté, dans un projet qui s'appelle Judospi, et où en fait on étudie le rapport aux droits des patients qui sont hospitalisés sans consentement en psychiatrie. Et nous, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est surtout parler du lien entre le fait de recueillir leurs paroles, lors d'audiences auxquelles ils ont droit, on va vous expliquer, et le fait de leur rendre leur autonomie, parce qu'on va les écouter à ce moment-là. Du coup, c'est un travail qui est fait avec le docteur Anne Martin du CHU du Vinatier et Benoît Hérault. Et nous, on est ses stagiaires, du coup, Anouk Lenné, Théophile Duchesne et Rindala El Ayoubi. On est masterants en philosophie et en géographie à l'ENS de Lyon. Donc, on a croisé nos disciplines. Ouais. Et du coup, je vais vous présenter un peu les détails de la recherche et les problèmes qu'elle pose. Donc, le projet de recherche Judospi, c'est un projet qui vise à, donc, comme tu l'as dit, à étudier le rapport qu'entretiennent les personnes en situation de vulnérabilité avec leurs propres droits. Et donc, les audiences de soins sans consentement sont un exemple emblématique de la perte d'autonomie des patients, puisqu'ils ont été hospitalisés sous un régime tout à fait particulier, ils sont en soins contraints. Et donc, cela signifie qu'ils n'ont pas donné leur accord aux soins et qu'ils n'y adhèrent pas nécessairement. Et il y a donc 3 voies possibles d'admission en soins sans consentement. Donc, il y a ce qu'on appelle les SPDT, c'est donc pour soins psychiatriques sur la demande d'un tiers. C'est quand la demande vient d'un proche et qu'elle est validée par le directeur de l'hôpital.
il y a les SPPI, donc c'est pour les soins psychiatriques en péril imminent, c'est s'il n'y a pas de tiers ou si ce dernier refuse de prendre cette décision, et c'est également le directeur de l'hôpital qui valide la décision. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les SPDRE, donc c'est pour soins psychiatriques sur demande du représentant de l'État, et c'est le préfet qui fait la demande, et c'est généralement pour une personne qui a troublé l'ordre public. Et donc pour autant, le principe même de l'audience se fonde sur le droit fondamental qu'a toute personne privée de sa liberté. Donc ici, il s'agit de la liberté d'aller et venir, qui est garantie normalement par l'article 66 de la Constitution. Et donc, il y a ce droit de pouvoir s'entretenir avec un juge. Et donc, depuis la loi du 5 juillet 2011, qui est dite loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet des soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, c'est donc au GLD, donc le juge des libertés et de la détention, qu'il appartient de traiter les dossiers des patients hospitalisés sans leur consentement et de les recevoir lors d'une audience. Et donc, le législateur a en effet considéré que les personnes hospitalisées sans leur consentement subissent là même une atteinte aux droits que celles qui sont privées de liberté lors d'une garde à vue prolongée ou d'une rétention administrative pour les étrangers. Enfin, c'est considérable comme c'est à peu près la même chose. Et la création d'un contentieux spécifique pour le soin sans consentement traduit donc du côté du patient la prise en compte de 3 droits fondamentaux qui sont donc le droit à l'information, puisque tout patient doit avoir été notifié de ses droits, le droit à la parole, tout patient doit pouvoir s'exprimer, le droit au conseil, tout patient est assisté d'un avocat. Et donc dès lors, il y a un paradoxe qui semble émerger de cette situation, puisque en effet, d'une part, les patients hospitalisés sans leur consentement sont dans une évidente situation d'hétéronomie qui est renforcée à 3 niveaux distincts, puisque d'abord, la liberté de choisir leur a été refusée, ensuite, l'avis d'un tiers sur leur propre état leur est imposé, et enfin, les conditions d'admission et d'accueil à l'hôpital se jouent sur le mode de l'imposition et parfois même, du coup, par la force. Mais d'autre part, les dossiers de ces patients doivent obligatoirement être traités par un juge au 12e jour de leur hospitalisation ou plus tard, et eux-mêmes ont le droit de passer en audience sans qu'ils aient à en faire la demande, c'est-à-dire que le juge est saisi d'office. Alors pour quelques remarques méthodologiques, en fait, du coup, c'est une enquête de terrain qui a été commencée en décembre 2019 et qui a dû être interrompue en mars 2020 à cause du premier confinement et qui a été reprise là en fin avril 2021. Et donc jusqu'ici, dans le projet, on a pu avoir 2 mois d'observation des audiences de soins sans consentement à l'hôpital du Vinatier. Donc il y avait 2 matinées par semaine où on pouvait assister aux audiences avec les juges que Théophile vient de présenter. On a pu avoir 6 entretiens semi-directifs avec des avocats, donc nous avec eux pour parler de leur travail. 13 entretiens semi-directifs avec les juges des audiences. Un entretien semi-directif avec un greffier, 2 entretiens avec des membres du personnel administratif d'hôpital qui participent aux audiences. On a pu aussi avoir un échange avec un groupe de 3 patients ensemble et 2 entretiens autour d'un questionnaire avec 2 patients à la suite, l'après-midi même de leur audience. Okay, ouais, du coup, pour terminer rapidement, on va juste essayer de présenter quelques questionnements qui sont un peu émergés de cette recherche-là, et je pense que ce serait un peu en lien avec les témoignages qui viennent d'être faits, et notamment, je pense un peu à la question de l'attente, et puis la question de son rapport au droit. Voilà. Du coup, je vous présente rapidement trois grands groupes de questions. Il faut surtout se dire que c'est des points de réflexion qu'on pourrait aborder ensuite plus tard ensemble, mais que ce n'est pas des pistes définies. Enfin, ce pas des choses qu'on affirme forcément, quoi. Du coup, on aurait un premier groupe de questions autour de la question de savoir si l'audience de soins sans consentement, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans un parcours de soins, ou est-ce que c'est quelque chose de purement juridique qui n'a pas d'intérêt ou d'objectif thérapeutique, voire même qui pourrait être nocif en fait sur le plan psychiatrique. C'est la question qui émerge en fait des observations et des entretiens avec le personnel hospitalier, mais aussi avec les magistrats. Ils se posent tous la question du sens à donner à cette rencontre en fait. Est-ce que c'est vraiment utile pour le patient de rencontrer un juge, ou est-ce que ça peut, de manière assez paradoxale en fait, lui porter préjudice?
un deuxième groupe de questions. Du coup, ce serait sur la question du recueil de la parole du patient, parce que l'audience, c'est un moment où le patient doit pouvoir s'exprimer, avoir le droit de voir un juge, on l'a dit, donc c'est le droit au conseil par un avocat, c'est le droit à la parole. En même temps, l'expression de cette parole, elle se fait dans un cadre délimité par des objectifs qui sont ceux de la justice et qui ne sont pas ceux du soin, par une sorte de rituel en fait, qui est orchestré par un magistrat, qui n'est donc pas orchestré par un médecin du tout, et il est présidé par ce magistrat qui n'a aucune formation médicale. Donc ça, c'est un peu un troisième groupe de questions. Et du coup, pardon, un deuxième groupe de questions. Et du coup, une troisième remarque, désolée, j'essaie d'aller vite, ce serait de dire, et on peut aussi aborder ce thème ensuite, que l'audience traduit une sorte de décalage en fait, entre le rôle du juge, sa marge de manœuvre, et les attentes du patient. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a dans ce moment où le juge est censé recueillir la parole du patient et où le patient peut enfin s'exprimer sur ses droits, il peut s'exprimer sur cette hospitalisation qui est contrainte, qu'il n'a pas choisie. Lui, en fait, il va souvent chercher à poser des questions ou s'exprimer à propos de choses qui finalement n'ont pas lieu d'être au sein de l'audience, dans le sens où le juge, encore une fois, peut s'exprimer que sur la procédure et pas sur le fond de l'hospitalisation, pas sur les raisons de l'hospitalisation. Et du coup, on a cette situation de décalage où en fait le droit que veut exprimer le patient et le droit que le juge est là pour vérifier, entre guillemets, sont pas les mêmes en fait. Donc, voilà. C'est tout. On espère arriver à avoir le temps. Ah. Tu peux commencer et puis il va arriver là. Alors, vous voulez qu'on commence les yeux? Non, là, mais parce que la justice est une affaire d'interprétation. On va je vais peut-être commencer par vous présenter notre groupe. Donc, nous sommes le groupe de l'ADAPT de Lyon. Donc, notre nom de groupe, c'est Capoupaca. Donc, je suis une malade, donc je suis étudiante en master. Pardon. Excusez-moi. Je suis étudiante en thèse de doctorat à Lyon 2. C'est autre chose. Ça change. Voilà. Je suis étudiante en thèse. Je travaille sur les représentations sociales des relations soignants-soignés. Et je me pose la question si les soignants ne seraient pas dans un assujettissement au pouvoir de l'État. Aujourd'hui, je suis également chargée de cours à Lyon 2 et à Saint-Étienne, à Jean-Monnet. Les personnes de notre groupe, donc il y a ici même Jean-Christophe, donc qui est participant à l'ADAPT. Il y a Fabienne Colliard, qui est également participante à l'ADAPT. Jamel, désolée, j'ai plus votre nom. Ouais. Alors, présentez-vous peut-être. Jamel Lassoy. Et il est également participant à l'ADAPT. Florie Vuatou, qui est éduc-spé à l'ADAPT. Il y a également Thierry, je n'ai plus son nom en tête, qui est également participant et qui a participé à nos rencontres sur Lyon. Et il y a Caroline, Caroline aussi, personne en situation de handicap congénital. Elle, alors, toutes les personnes que je vous ai présentées jusque-là, c'est des personnes en situation de handicap, mais non acquis, c'est-à-dire handicap suite à un accident ou une maladie. Et du coup, il n'y a que Caroline qui est en handicap congénital. Voilà. Je vais vous laisser présenter notre travail par Jean-Christophe. N'hésitez pas à me dire quand je change de slide. Okay. D'accord. Nous sommes retrouvés à l'ADAPT il y a quelques mois de ça. Et on nous a proposé le fait de monter un groupe sur le sujet du handicap
et avec une des premières questions, c'était est-ce que j'accepte ou pas l'invitation de participer à ce groupe? Déjà, bah oui. Voilà, qui était déjà un défi, voire même un challenge personnel. C'est un peu la première voie de la reconnaissance déjà de son handicap. Lors de ces sessions que nous avons fait avec ce groupe, nous avons beaucoup discuté, donc nous avons surtout partagé nos vécus, mais cela se fait personnellement avec des conditions. Et il faut trouver lesquelles seront les conditions acceptables pour nous d'en parler. Et puis, il y a quand même, bien entendu, un gros point positif sur ce groupe. En tout cas, moi, ça a été mon cas, c'était de percevoir cette participation comme un booster pour ma situation personnelle et justement aussi, je pense, pour me prouver quelque part que tout n'était pas perdu et qu'il y avait encore une flamme qui traînait quelque part et qu'on pouvait peut-être rallumer la chaudière. Voilà, on va commencer par le plus sympa, donc les pertes. Nous avons tous et nous faisons tous des pertes présentes, plus ou moins souvent, mais on y a tous droit, en tout cas à l'ADAPT, vu les gens qui sont acceptés et qui sont en grande majorité au sein de l'ADAPT grâce ou à cause d'une lésion cérébrale. Mais c'est surtout que ces pertes-là aussi, la perte de son travail ou autre, se sont faites de façon violente du jour au lendemain suite à un accident ou une décision malencontreuse. Mais il y a vraiment, ce qu'il faut vraiment garder, c'est la violence de cette arrivée dans notre corps et dans notre vie, tout simplement, de cette nouvelle situation et qu'il faudra après faire avec. Il y a aussi la différence à faire entre un handicap qui est survenu lors de notre vie, ce qui est mon cas par exemple, ou d'un handicap de naissance congénital. Et puis, on va commencer par les pertes, on va finir par les pertes. Les pertes sont collatérales. Elles atteignent bien entendu aussi bien le malade, le patient, que ses proches. Ni l'un ni l'autre ont choisi à l'instant T d'être au pied du mur. Et on essaye en fait derrière de faire avec. On va passer maintenant à l'autonomie dans tout cela, puisqu'il faut quand même commencer à voir le bout du tunnel. On a déjà une liberté de décision qui se complexifie. On est sans cesse dans la demande et la consultation auprès de nos proches et avec une crainte aussi de recevoir un avis positif ou négatif, quel qu'il soit, sans qu'on en ait fait la demande. Donc,
on a quand même ce problème, c'est que on se demande si cette consultation des proches doit être perçue comme un enrichissement personnel ou d'autres points de vue sur les différentes choses que l'on va aborder. La consultation et les échanges qui en découlent sont un signe, quoi qu'il en soit, de cohésion, de reconnaissance de l'autre. Et ça reste de toute façon, de toute évidence, soutenant lorsque l'on est affaibli. La consultation au sens de demander conseil à l'autre et de faire son propre choix à la fin va donner quand même une notion de choix réfléchi, de A jusqu'à Z. Et puis on a quand même aussi le rôle, puisque c'est nous qui demandons un petit peu l'avis aux autres, donc du coup, on a le sentiment d'être moins consulté qu'auparavant. Les questions, elles viennent plus vers nous. On nous donne des réponses à nos demandes et non l'inverse. Chose que l'on était la plupart du temps en charge avant nos accidents de vie. Et puis après, il y aura, suivant certains cas, d'abord le droit ou pas d'aller voter, le choix ou non d'une mesure de protection qui peut être plus ou moins restrictive, de curatelle ou de tutelle, et puis avec un regard qui va être posé sur nous, qui peut être différent sur ces mesures, où là encore, le consentement reste primordial. Voilà. Là, on passe maintenant à la vulnérabilité. Qu'est-ce que la vulnérabilité? C'est d'être à la merci des autres. C'est d'avoir, on va presque dire sans cesse, un genou à terre, être dominé par le reste du monde, on va dire, en tout cas dominé par les autres, être ou se sentir faible, avoir besoin d'être aidé. Le handicap et la vulnérabilité vont de pair. Et il va falloir vivre avec, assumer son handicap ou sa vulnérabilité et ses limites personnelles. Merci. On passe maintenant... Ah non. Excusez-moi. Il ne nous en reste plus qu'une, mais après on se tait. Après, je remerciais juste... On était un peu long, mais bon... Désolé, je vais un peu doucement. Oui, mais ça fait rien. Alors, on vient maintenant, on en arrive au processus d'adaptation face à la perte d'autonomie. Il y a d'abord le refus d'accepter sa vulnérabilité, son handicap, qui va faire avancer, à contrario de l'amour-propre. Cela est un catalyseur pour aller de l'avant, qui nous aide aussi à repousser les limites et qui nous aide à avancer. Il y a aussi une nécessité de négocier, c'est-à-dire s'interroger sur ses propres capacités, ses aptitudes accessibles, mais tout en gardant la possibilité de se challenger. Et puis l'acceptation de sa vulnérabilité, c'est faire avec ses limites, son handicap, et s'y adapter, ce qui est peut-être au départ le moins facile. Et donc on doit aménager sa vie en fonction de ses limites et de son ou de ses handicaps, et donc en améliorant son rythme pour aborder ces différentes
choses de la vie. Voilà, je vous remercie en tout cas de, Voilà. Merci de de votre nous avoir patience. écoutés. Ouais. Merci. Alors, un tout grand merci pour tous ces apports à la réflexion compliquée que nous challenge aussi cet atelier. Qu'est-ce que l'autonomie? Quelles sont les difficultés? Alors, il y a déjà énormément d'éléments dans tout ce qui a été dit, hein. Et donc, je vous propose qu'on entame directement le dialogue, qu'on puisse pointer des choses, s'interpeller, échanger là-dessus, des choses qui vous ont frappé, puisque pour essayer d'approcher un peu quels sont les enjeux de cette autonomie, je vais essayer de trouver mon document en même temps pour que ce soit affiché et que ce soit peut-être plus simple pour chacun. Mais donc j'essaye. Mais sinon je prendrai la portion là. Ok. Du coup, là, l'idée, ça va être la mise en dialogue. Et donc, il y a des règles de fonctionnement pour que ça puisse bien ça puisse marcher, être un peu fluide. Il y a l'idée on se présente avant de prendre la parole. On dit d'où on parle, donc de ses expériences, de ses expertises. Est-ce qu'on est plutôt chercheur, médecin, personne concernée, etc. Et voilà. Pardon, il y a ce qui tourne. Il y a l'idée du droit au désaccord. Mais c'est important de le dire et de le nommer. Par contre, c'est un conflit autour d'une idée et pas par rapport à une personne. Donc voilà, on dit je ne suis pas d'accord avec ce point et là je suis pas. Enfin, et ce que tu dis. Enfin, voilà, on ne critique pas une personne mais une idée. Et puis il y a une vigilance aussi. L'idée c'est que tout le monde puisse prendre la parole. Et donc l'idée c'est de pouvoir oser prendre la parole, mais aussi d'essayer au maximum de ne pas la monopoliser. Donc, notre rôle, ça va être un peu aussi de dire, bon, là, c'est peut-être bien de passer la parole à quelqu'un d'autre si jamais ça ne s'est pas fait naturellement. Et donc, il va y avoir quelque chose autour de, par rapport aux communications qui auront été entendues, en lien avec l'expertise, l'idée, ça va être de permettre de répondre à la question, qu'est-ce qui semble faire problème par rapport à l'axe de l'atelier? Donc, les constats partagés, et de voir les constats partagés, les points de conflictualité éventuels et les orientations proposées. Donc, ça fait beaucoup de trucs. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit affiché, mais pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais voilà. Donc, et on a à peu près 45 minutes pour ça, sachant que là, on a mis 45 minutes pour la première partie, donc ça donne peut-être un ordre d'idée du temps que ça met. Mais donc, je pense qu'il faut être le plus vite possible dans les interventions si on veut que beaucoup de monde puisse parler. Okay. Donc, et ça, c'est par rapport à ce qui a été dit dans les interventions précédentes. Donc, c'est OK de parler de soi ou d'intervenir, mais voilà, que chacun puisse s'exprimer s'il souhaite ou elle souhaite. Oui, juste une incidente d'une minute. Donc, Hervé Moisan, sociologue, personne concernée par des troubles bipolaires, voilà, depuis des dizaines d'années. Et donc, je fais un écho sur l'auxiliaire de vie. Il s'avère que mon frère est décédé de la maladie de Parkinson. Il lui fallait 2 auxiliaires de vie. Et il y en avait, et pas la nuit. Hein. Il fallait donc 2 auxiliaires de vie à plein temps. Ça représente la convention collective des auxiliaires de vie, c'est 700 €, 1600 € net, auxquels il faut ajouter les charges salariales, même si la personne malade est exemptée des charges patronales. Imaginez que toutes ces économies qu'il a mis de côté, ils sont passés. Et il n'y avait personne de nuit. Voilà, c'était juste une information de l'enjeu économique de l'accompagnement. Oui. L'autonomie individualisée. Bonjour, je m'appelle Nanka. Donc, je suis une personne en perte d'autonomie, handicapée en situation de handicap lourd, sous assistance respiratoire. Donc,
je me constate et je rebondis sur les témoignages qui ne font que confirmer ma colère. Et je trouve qu'on passe notre temps à combattre et au quotidien, on a une charge mentale qui vraiment est épuisante quand je vois qu'on est obligé d'accepter dans notre quotidien de ne pas avoir le choix qu'on est lavé par un homme ou pas, de ne pas avoir le choix d'avoir des horaires de notre choix. Il faut un prétexte convenable qui soit le travail, une réunion importante pour qu'on puisse entendre notre demande ou notre envie. Je me demande si à un moment donné, il n'y a pas une notion de maltraitance des gouvernances qui s'installent. Je sais très bien qu'on peut pas mettre ça dans la catégorie maltraitance, mais quand même, on passe notre temps à se résigner. Et on est là, ça fait des années que ça dure. Alors, de façon des politiques, nous parlent du handicap à longueur de temps, mais depuis 30 ans, il ne se passe rien. Les moyens, il y en a de moins en moins. C'est un peu comme des vases communicants. Moins de moyens, moins d'autonomie et moins de liberté. En tout cas, c'est un constat, pour faire court. Alors, je suis Fabienne Colliard de la France. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. De ce que j'ai entendu de ce matin, je ne sais plus quand il y a eu les témoignages, les interventions, tout ça, mais il y a un charmant monsieur qui nous a dit qu'il avait, je ne sais plus comment on dit, bref, par rapport à l'accident, avec justement, comme vous, avec une voiture, une voiture. Voilà, merci, avec des roulettes et qui, du coup, voilà, merci. Oui, des fois, je perds mes mots, mais bon. Donc, avec un fauteuil roulant. Et du coup, bon, à force de... Oh, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Pourtant, normalement, tu arrives bien. Pourtant, je suis toujours en train de parler, mais non. Oui, excusez-moi. Et toujours est-il que cette dame, elle avait soi-disant créé un accident et quand même, finalement, elle a été dédommagée. Merci, elle a été dédommagée et c'était pas de sa faute. Ça n'arrive rien à ça, mais écoutez le témoignage de madame, dont je dis le prénom, qui ne peut même pas avoir son appartement toute seule, qu'elle n'a pas les moyens alors qu'elle a besoin d'être en institution, qui n'a pas le choix de ses horaires, et moi pareil, qui n'a pas le choix de choisir sa vie. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi prétexte que je suis en situation de handicap, je suis réduite à des désirata qui ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas droit. Si je droit une douche tous les jours, c'est un luxe. Si l'été, une douche le matin, mais même pas le soir, il y a des bien-être. Parce que sans entendre des droits pour une personne, je n'aime pas faire ce distinguo, mais pour une personne non empêchée, on va dire, pour être plus large, et moi, on passe notre temps à nous et à nous résigner, vraiment. Dans le quotidien, c'est vraiment. Je vous crois, c'était juste que moi, ce matin, quand j'ai entendu l'histoire qu'il nous a racontée, je me suis dit, bon, on arrive quand même à faire des choses bien. Il n'y a pas que du mal, ils ne font pas que tout le temps pas faire attention à nous, enfin bon, etc. Mais il y a du bon. Et c'est important quand même d'entendre ça. Je sais que c'est la galère, je me doute, moi, je n'y connais rien. Dans les maisons où on vit à plusieurs, tout ça, j'y connais rien. Hein, j'ai beaucoup aimé son intervention. Mais voilà, quoi. Enfin, je trouve que c'est bien quand on entend quelque chose qui se passe. Enfin quelque chose qui se passe bien. Et c'était quand? C'était cette année. Enfin, bon, je suis désolée, je vais vous couper parce que là, du oui, coup, on a entendu qu'il y avait aussi je me des tais. choses qui se passaient bien. Non, mais il y a une répétition, mais du coup, merci beaucoup. Non, mais voilà. Bon, merci pour les contributions, c'est juste j'essaye de pouvoir distribuer la parole et que ce ne soit pas une discussion entre deux personnes. Non, mais pas de problème. Je me permets un peu violemment peut-être
Bon, alors moi, c'est Dominique, je suis facilitateur-chercheur à Cap Droit et personne concernée par la dépression. Alors tout d'abord, je trouve que tout ce qui a été dit est passionnant et je voudrais quand même dire que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'injustice envers les personnes en situation de handicap. Et je voudrais demander une petite précision parce que je suis un peu perdu dans les cycles. Le SAVS, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Service d'accompagnement à la vie sociale. Ok, merci. Merci. Ok. Je ne sais pas si ça a enregistré sur l'ordinateur au niveau du son. C'est service d'accompagnement à la vie sociale. Il y a un enregistrement sonore en même temps. C'est tout pour moi. Ok. Qui souhaite Alors, moi, je rebondir, réagir? Alors, donc, bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc, moi, c'est Inde Malal. Je me suis présentée hier. Désolée, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure et il est impossible de le faire passer. Donc, je me suis présentée hier comme personne atteinte de sclérose en plaques, donc avec un handicap que j'ai eu suite à une maladie. Et je suis en fauteuil roulant électrique pour le coup que depuis 2 mois. La seule question à laquelle je pense depuis une semaine, c'est comment je vais me garer sur le parking de Lyon 2, descendre mon fauteuil roulant électrique seul, sachant qu'il pèse une blinde, enfin il pèse super lourd. Est-ce que je vais avoir le courage de demander à ce qu'on m'aide, Et en fait, tout à l'heure, en discutant avec le groupe, je me suis rendu compte que c'était une sorte de challenge que je m'étais fixé inconsciemment pour essayer de voir si, à la rentrée scolaire, donc universitaire prochaine, je vais réussir à me garer, à descendre mon fauteuil roulant seul, sans demander à personne. Et tout à l'heure, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Tout simplement, parce que j'ai dû demander à une personne de m'aider à descendre. Donc, bien sûr, la personne, il pèse très, très lourd. Donc, il y a toujours aussi finalement, on est un poids pour les autres aussi, parce qu'il a bien voulu m'aider, hein, mais il m'a quand même laissé sous-entendre que ça pesait lourd. Donc, c'est comment nous, en tant que personnes en situation de handicap, on le reçoit. C'est surtout ça, c'est comment on le reçoit et comment on l'interprète par la suite. Et du coup, on sent vraiment que notre challenge, on se fixe des challenges et on est limité en fait. On se rend compte qu'on est limité que quand on passe à l'acte. Impuissant. Exactement. Du coup, là, c'est la question de l'accessibilité, donc du droit à accéder à des lieux et aux études, un peu, de ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont senti comme ça de ne pas pouvoir être autonomes par une question d'accessibilité, je sais pas, d'un lieu, par exemple, au-delà d'aide physique? Non, c'est pas tant l'accessibilité à un lieu ou l'accessibilité environnementale, en fait. C'est vraiment... je pense que c'est un processus qu'on est dans l'acceptation de la perte d'autonomie. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous quand vous dites de l'accessibilité. C'est vraiment une acceptation dans la perte d'autonomie qu'on a. Parce que moi, comme je vous dis, moi, c'est tout nouveau. C'est-à-dire que en mai, je venais sur le campus, j'étais juste en béquille. Et puis là, j'ai apporté ma béquille et je vois que je ne peux pas m'en servir parce que je ne peux plus marcher, parce que la maladie a évolué. Voilà. Donc, c'est en même temps un gain d'autonomie avec le fauteuil électrique, parce que c'était plus possible de se déplacer avec la béquille, mais une perte d'autonomie parce que c'est compliqué d'utiliser le fauteuil électrique avec votre voiture. Je sais pas. Après, c'était plus pour voir. Ouais, après peut-être que, je sais pas encore, je sais pas quoi vous répondre en fait. Okay. Donc j'ai besoin d'y réfléchir. Non, mais du coup, c'était. Juste peut-être aussi pour relancer. Est-ce que dans la discussion qu'on a, on ne voit pas qu'il y a 2 niveaux en quelque sorte. Il y a le niveau de ce qu'on doit faire au niveau personnel, et puis il y a toutes les conditions qui n'existent pas, qui devraient exister pour la situation de handicap.
C'est ça, ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment une situation environnementale et puis une environnementale, voilà, vous m'avez comprise, et une situation environnementale, du coup, et une situation aussi sociale. Une situation sociale qui nous intrigue et qui nous pose question. Comment la personne à qui je vais demander de l'aide va recevoir cette aide et comment elle va l'interpréter peut-être. Voilà, plein de questions. Exactement. Est-ce qu'elle va accepter ou pas? Et puis moi, c'était une vraie question qui me stressait hier soir. C'était une vraie question. Donc, et je me suis rendu compte que oui, ça faisait une semaine que je pensais à ce moment fatidique, quoi. Et j'avais d'ailleurs, pour prouver que j'y pensais, c'est qu'il y a moi je suis arrivée en retard. À 9h30, j'ai envoyé un message à Florie, lui demandant des gros bras, donc je parlais de Jean-Christophe et Jamel, ici présents, pour m'aider à descendre, parce que j'étais dans la peur en fait de ne pas pouvoir. Voilà, c'est ça. Et puis au final, je me suis dit non, je ne vais pas les. Et je me suis débrouillée avec une personne qui arrivait sur le parking. Mais une demi-heure avant, je demandais de l'aide. D'autres? Je suis Florie Gatou, éducatrice spécialisée dans un SAMSA à l'ADAP. Donc un SAMSA, c'est comme un SAVS, mais avec une équipe. C'est des équipes mobiles, mais en plus, il y a une dimension médicale. Et il y a beaucoup plus de professionnels. C'était pour rebondir sur la question là, de la situation des handicaps liés à l'environnement. C'est pour parler de Caroline, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, parce que Caroline, elle est, par rapport au groupe, c'est elle qui est la plus défavorisée au niveau de la possibilité de se déplacer, parce que pour le coup, elle habite à l'Arbrel. Et à l'Arbrel, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas Optibus en fait. Et donc, elle n'a pas pu venir aujourd'hui parce que les moyens qu'il fallait rendre disponibles pour venir l'accompagner, on n'a pas pu les organiser. Donc, voilà, c'est un exemple d'injustice pour le coup et qu'elle vit au quotidien, mais constamment. Elle est dans la recherche d'un emploi et on lui propose même de déménager pour pouvoir travailler. Voilà. Ils se ressemblent fort, les deux. Bonjour, donc moi je suis Sophie Sadin-Sébron, je suis coordinatrice de parcours à la passerelle en distance de l'IRSAM. Donc c'est un nouveau service pour justement travailler l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel, donc soit déficience visuelle ou auditive. Et je travaille aussi à l'équipe Relais Handicap Rare de la région. Et du coup, ma question, c'est plus une question par rapport au témoignage que j'ai pu avoir là, c'est par rapport à monsieur, vous disiez que vous souhaitiez intégrer le groupe. Alors, je ne vais pas retrouver vos mots précis, mais pour retrouver une flamme. Est-ce que vous pourriez dire ce que ça a généré, justement, ce travail de groupe Il y a quand même, de toute façon, en schématisant sur la date, je ne suis pas le seul handicapé. Il y en a quelques-uns quand même qui traînent dans les combats. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est que le fait, c'est plus facile de parler de son handicap ou de son échec à des personnes qui peuvent aussi le vivre et avec des professionnels. On est en petite équipe sur ces modules-là, et avec un professionnel qui normalement a été choisi, entre autres aussi pour sa bienveillance, ce qui est le cas avec Florie. Et on a réussi du coup à aller beaucoup plus loin que ce que l'on pensait. Moi, j'ai puisé beaucoup plus dans mes réserves lors de ces ateliers que ce à quoi je pensais, et en tout cas je me serais donné comme limite il y a de ça 4 ou 5 ans. J'aurais jamais pensé que j'allais un jour sortir certaines choses, ou ne serait-ce même que de... Il faut passer à l'atelier suivant.
Oui, on termine. Une seconde. Et au même titre que de parler devant vous et de vous dire ce que je viens de dire, quoi. Ça reste quand même du positif. Oui, je pense qu'on peut vraiment le regrouper avec ce qu'il disait au tout début de. Est-ce que j'intègre le groupe ou pas? C'est aussi ça, c'est accepter de se dévoiler devant les autres. Je pense que c'est aussi ça. C'est ça. Voilà. J'ai été assez mauvais gestionnaire du temps et je prie de m'excuser parce que ça finit un peu brusque. Merci à tous en tout cas et rendez-vous au prochain atelier. Merci à vous. Un tout grand merci de tous les apports.